Bienvenue dans 30 jours pour apprendre à programmer en Python. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de bibliothèque en Python et comment ces dernières permettent d'élargir considérablement les possibilités offertes par ce langage de programmation. Dans une bibliothèque, on stocke des livres pour pouvoir accéder à leurs informations plus tard. En programmation, une bibliothèque c'est la même chose, à la différence que ce sont des blocs de code qui sont stockés. En revanche, en Python, on ne parle généralement pas de bibliothèque, mais plutôt de modules et de paquets, ou packages en anglais. Un module est un fichier enregistré avec l'extension .py, contenant des définitions et des instructions que l'on souhaite réutiliser, telles que des fonctions, des classes et des variables globales. Les paquets, quant à eux, sont utilisés pour structurer les modules. Un paquet contient un ou plusieurs modules, comme une étagère dans une bibliothèque. Comme on va le voir, les modules permettent d'éviter d'avoir à réinventer la roue, et surtout, de pouvoir utiliser le savoir et le travail des plus grands esprits de notre temps. Il existe différents types de modules. Tout d'abord, ceux qui sont intégrés de base dans Python. Par exemple, sans installation préalable, on peut importer le module random à l'aide du mot-clé import pour générer des nombres de manière aléatoire. Cela va nous permettre d'utiliser dans notre script tout ce qui a été défini dans le module random. Avec le nom de notre module, un nom de fonction contenu dans notre module, on va pouvoir utiliser cette dernière. Ici, on appelle la fonction random du module random, dont l'utilité est de retourner un nombre à virgule entre 0 et 1. Comme on peut le voir sur docs.python.org, là où est documenté le module random, ce dernier contient de nombreuses autres fonctions, telles que randint, qui permet d'obtenir un entier dans une plage de données. Je peux alors importer plusieurs fonctions du module random, avec la syntaxe from module, import, en utilisant des virgules. Cela va rendre notre code plus lisible, puisque l'on saura exactement quelles fonctions du module random sont utilisées dans notre code. Avec cette méthode d'importation, je n'ai plus besoin d'utiliser le nom de mon module, suivi du nom de ma fonction, pour pouvoir l'appeler. Je peux l'appeler directement. On peut également importer la totalité d'un module à l'aide d'une astérisque. Mais cela n'est pas conseillé, puisque cela rend le code opaque, on ne sait pas exactement ce que l'on importe, et cela peut remplacer des variables et des fonctions que l'on a déjà définies. Parfois, on décide de donner des alias courts à des noms de modules que l'on utilise fréquemment. C'est le cas du module datetime, que l'on abrège souvent en dt à l'aide du mot-clé as. Par la suite, je peux appeler le code contenu dans mon module datetime en tapant seulement dt. Tous les modules que l'on a vus jusqu'ici sont des modules intégrés de base au langage de programmation Python. Il y en a de nombreux qui peuvent être retrouvés sur docs.python.org, mais il se peut que ce que l'on veut faire n'existe pas déjà et que l'on souhaite créer nos propres modules. On appelle cela les modules locaux. Par exemple, dans la vidéo précédente, on a créé une fonction calculer rRectangle. Je vais sauvegarder cette fonction dans un fichier nommé géométrie.py. Ce fichier va alors devenir un module, auquel on peut imaginer ajouter d'autres fonctions d'utilité géométrique dans le futur. Ainsi, dans notre fichier de code principal, on peut importer notre fonction à l'aide de la syntaxe from geometry import calculer rRectangle. On demande ainsi à notre ordinateur d'importer la fonction depuis le module géométrie. Désormais, tout ce que l'on a écrit précédemment est accessible directement depuis ce fichier de code, sur un IDE comme VS Code. On remarque également que la documentation que l'on a renseignée dans la vidéo précédente s'affiche et nous guide dans l'écriture. Si je regarde dans le terminal, j'ai bien calculé l'aire d'un rectangle hypothétique de longueur 10 et de largeur 5. Comme on peut créer nous-mêmes des modules, on peut également créer des paquets. Pour cela, il suffit de créer un dossier contenant nos modules avec un fichier nommé init.py. Ce fichier peut être vide, seule sa présence est importante. Un paquet est très utile, puisqu'il permet d'organiser notre code. Par exemple, on a déjà un module géométrie.py censé contenir tout notre code réutilisable concernant les opérations géométriques. Mais si l'on souhaite créer du code réutilisable pour afficher des figures géométriques dans un plan, il serait intéressant de créer un nouveau module, que l'on pourrait par exemple nommer display.py. On peut également créer des sous-paquets. Ici, on pourrait avoir un sous-paquet géométrie contenant rectangle.py, triangle.py pour structurer notre code selon la figure géométrique que l'on traite. Jusqu'ici, on a vu deux types de modules, mais il existe également des modules créés par des développeurs tierces. Et là, les possibilités sont pratiquement infinies. Il existe des modules pour pratiquement tous les usages. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des paquets Python populaires dans différents domaines. Chacun de ces paquets mériterait pratiquement une série de 30 vidéos. La différence avec ces paquets est qu'il va falloir les installer. La plupart des paquets sont documentés sur un site web. Sur ce site web, vous trouverez notamment comment utiliser les différents morceaux de code, des modules, et également comment installer le package. Cela sera généralement via pip. Pip, c'est le gestionnaire de paquets officiel pour Python. Pour installer un package Python avec pip, il suffit de lancer la commande pip install suivie du nom de votre package dans un terminal ou dans une invite de commande.
On peut également utiliser pip pour désinstaller des packages ou pour les mettre à jour. Pour finir, on va parler des bonnes pratiques d'importation recommandées par pip8. En théorie, on peut placer nos imports où on le souhaite dans le code, mais la convention veut qu'on les place tout en haut. Cela permet notamment à quelqu'un d'étranger au code de comprendre rapidement ce qui va être utilisé dans le code dès son ouverture. Il est également recommandé de diviser les imports en 3 blocs. Tout d'abord, on importe les modules intégrés. Ensuite, les modules tiers. Et enfin, les modules locaux. Et voilà, depuis le temps qu'on en parlait, vous savez désormais ce que sont les paquets et les modules en Python. Dans une prochaine vidéo, on verra ce que sont les classes Python, des objets qui sont très utiles et très souvent contenus dans les modules. Abonnez-vous pour ne pas rater cela.